Ça n'est pas facile en France, ça n'est pas facile en Israël. Ils comprennent peut-être un peu plus que l'ALIA se prépare. Donc il y a des velléités de départ qui ne sont pas encore concrétisées et qui se concrétiseront quand ces potentiels Olim entendront mieux qu'en Israël, on s'occupe d'eux. Qu'en Israël, tout n'est pas rose et pas facile, mais qu'en Israël, on est dans la famille. Et la famille, c'est quand même la famille. C'est accueillant, c'est bienveillant. Parfois, c'est difficile. C'est autre chose que de vivre parmi les nations. Il y a quelques jours de Rosh Hashanah, l'occasion pour nous de faire un petit bilan et puis aussi de voir aussi quels sont les projets pour l'année 2023. Nous sommes très heureux ce matin d'être avec Marc Hasenberg, président de Qualita. Marc, bonjour. Bonjour. Et aussi avec Ariel Kandel, directeur général de Qualita. Bonjour. Bonjour Olivier, Boker Tov. Alors, on va essayer de faire un petit bilan. D'abord, on va commencer au niveau international, au niveau aussi national, et puis surtout, on va parler au niveau de Qualita et au niveau des Olim de France en Israël. Alors, au niveau international, on va parler de l'événement le plus important de cette année, c'est bien entendu la guerre en Ukraine. Quelle est la vision que vous portez sur cet événement, Marc ? Cet événement est effectivement assez tragique, une attaque de la Russie que nous condamnons fermement, qu'Israël aujourd'hui a condamné fermement. C'est une attaque criminelle contre l'intégrité d'un pays. Et en réalité, Poutine a des rêves de grandeur et de restauration de grands empires russes, y compris par toutes les violences et toutes les manipulations. Et la situation, même aujourd'hui, est assez critique, puisque devant les difficultés militaires qu'ils éprouvent, ils ont lancé des opérations de référendum qui sont des opérations complètement arrangées pour essayer de dire que les populations seraient en faveur, les populations de Donbass seraient en faveur de rattachement à Moscou, ce qui évidemment n'est pas vrai pour une grande partie de ses habitants, et une partie a été obligée de les quitter. Maintenant, une fois qu'on a condamné l'agression russe et qu'on estime qu'il faut aider militairement l'Ukraine à se défendre dans ce combat disproportionné. Les Juifs sont souvent les marqueurs de l'histoire. On a la mémoire. Et nous n'oublions pas que l'Ukraine ne s'est pas très bien comportée ces dernières années. C'est un euphémisme. C'est-à-dire, depuis 20 ans ou 30 ans, d'abord la politique du gouvernement ukrainien était résolument anti-israélien. Mais surtout, pendant la dernière guerre mondiale, les Ukrainiens ont eu beaucoup de sang juif sur les mains, et nous n'avons pas du tout apprécié, comme vous pourrez le lire dans un excellent journal cette semaine, Actualité juive, que 2 boulevards qui se trouvent à Kiev ont été rebaptisés du nom de miliciens d'extrême droite nationalistes mis en avant par le régime aujourd'hui, qui avaient particulièrement, pendant la dernière guerre mondiale, du sang juif sur les mains. C'est pour ça que les leçons qu'essaye de nous donner le président ukrainien et son directeur de cabinet hier dans la presse israélienne, comme quoi Israël ne soutient pas assez l'Ukraine, me paraît totalement déplacée. Malgré cette histoire douloureuse entre les Juifs et l'Ukraine, nous soutenons l'Ukraine, mais nous n'oublions pas. Alors, on va parler aussi au niveau national, au niveau d'Israël. Et en Israël, bien entendu, l'événement le plus important, c'est ces élections vers lesquelles nous nous dirigeons, vers l'élection du 1er novembre. Et puis, ce gouvernement qu'on a appelé gouvernement d'union nationale. Est-ce que vous pensez, Marc, et peut-être aussi Ariel, que ça a été un échec, que ce gouvernement a été un échec et qu'il n'a pas marché en fin de compte ? Je dirais qu'un an pendant lequel il y a eu un nouveau budget qui a été établi, un an pour lequel il y a eu des mesures dans la vie économique qui ont été prises, et sans catastrophe énorme, pour un certain nombre d'Israéliens, ça a déjà été une surprise. Le Likoud nous expliquait que si jamais c'était un autre parti au pouvoir, on aurait des problèmes avec les Arabes, qu'on ne serait pas assez ferme dans la répression des attentats, etc. Il n'en a rien été. Alors après, chacun, selon sa sensibilité, peut être très satisfait du fait qu'il y ait de nouvelles élections ou pas.
Mais en tout cas, à mon sens, ça a démontré que plusieurs partis pouvaient diriger Israël de façon correcte, même si aujourd'hui, le problème du consensus sur un certain nombre de sujets très importants n'existe pas. Par exemple, on risque d'être déchiré par une discussion autour du discours de Lapide. Nous attendons ce soir, nu avec paraît-il, son affirmation de son souhait de la solution à deux États. Mais au-delà de ça, je pense que cette année n'a pas été inutile et qu'on ne peut pas dire simplement c'est un échec. Tout n'a pas marché, mais pour moi, ça n'est pas un échec. Le fait que les institutions ont fonctionné pendant un an était déjà un succès. Vous voulez rajouter quelque chose sur ça, Ariel ? Moi, je suis pas très d'accord. Enfin, je suis d'accord avec Marc sur l'histoire, sur le fait de dire que ça a été quelque part aussi une réussite, puisque l'État d'Israël avait besoin d'un gouvernement et d'un budget. Et je pense que ça va beaucoup plus loin que ça, même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre, à mon avis, deux choses. D'abord, Israël vit dans une sorte d'inertie, c'est-à-dire qu'on a une vitesse de croisière qui a été fixée il y a quelques années et que Israël suit. Et moi, je pense qu'au contraire de ce qu'a dit Marc, la société israélienne n'est pas du tout déchirée sur presque rien, en fait. Parce que sur le processus de paix, de toute façon, il n'y a pas de partenaire, et donc c'est pas véritablement une question. On va dire une autre grande question, l'enrôlement des ultra-orthodoxes à l'armée, tout le monde sait que ça n'arrivera jamais. Rendre des territoires, aujourd'hui, il y a 1 million de personnes qui habitent en Samarie, donc l'État d'Israël ne rendra jamais véritablement des territoires. Donc ça, c'est par rapport à ça. Et une autre chose que je recommande peut-être aux auditeurs, c'est que peut-être qu'Israël est rentré dans une nouvelle configuration où tous les 6 mois ou tous les ans, on va aller aux élections. Ouais, parce qu'il faut bien comprendre que pour l'instant, pendant 2 ans, on a dit que c'était catastrophique, oui bibi, pas bibi, etc. Mais au-delà de oui bibi ou pas bibi, le fait qu'on ait des gouvernements, un système qui fait qu'on repose sur 61 ou 62 députés, fait que cette histoire peut revenir tous les 6 mois, et que tous les 6 mois, il suffit qu'il y ait 1 ou 2 députés qui ont envie de changement, qui ont envie de faire le buzz et qui ont envie de se faire mousser un petit peu, et on y retournera. Et donc, il est possible qu'aujourd'hui, en Israël, pendant plusieurs années, on soit amené tous les ans, ou peut-être moins que ça, à aller voter. Alors, ça m'amène à parler justement de Kalita et de votre travail à Kalita. Justement, vous parlez de cette inertie au niveau du gouvernement, mais cette inertie, ça a aussi une influence sur le travail, et plus particulièrement sur l'intégration des Olim. De quelle manière ça influence alors quand je dis inertie, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, en français, quand on dit inertie, on a l'impression que les choses ne bougent pas. Mais on peut être à une vitesse on peut être, d'après la définition de l'inertie, on peut être à une vitesse qui est très rapide et malgré tout rester à la même vitesse, et ça s'appelle encore de l'inertie. Maintenant, le problème, effectivement, lorsque on s'appelle Kalita ou une autre association en Israël, c'est qu'effectivement, notre travail repose également sur le soutien des municipalités et du gouvernement. Donc, en ce qui concerne les municipalités, c'est un peu plus facile puisque là, c'est assez stable. Et effectivement, tous les 5 ans, il y a d'ailleurs dans 1 an les élections et on travaille de façon assez stable avec les différents maires. Effectivement, au niveau du gouvernement pour le monde associatif, il faut savoir qu'en Israël, presque 40% des problèmes de société sont réglés par le monde associatif. Là, effectivement, c'est très, très, très compliqué d'arriver à travailler avec un gouvernement puisque là, tous les 6 mois, ça peut changer ou tous les ans, ça peut changer. Et ça, d'ailleurs, ça prouve que lorsqu'on dit que les élections coûtent à l'État d'Israël, c'est pas tellement vrai parce que c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais l'État d'Israël en gagne beaucoup plus puisque énormément de projets sociaux ne sont pas réalisés et donc l'argent n'est pas dépensé. Alors Marc, je voulais... Au niveau économique, peut-être qu'il y a des économies qui sont faites, mais ce sont des mauvaises économies. On est d'accord. Et quand on parle de la fiscalité, je crois que d'abord il faut reparler en général de la situation des Olim vis-à-vis de France et vis-à-vis d'Israël. Ça me semble nécessaire de rappeler où on en était il y a 1 an. On était encore dans le Covid. Aujourd'hui, on va parler au moins de rémission parce qu'on n'est pas certain d'avoir gagné la dernière guerre contre le Covid. Mais la situation est complètement différente, heureusement. Mais malheureusement, on est passé de la guerre contre le Covid à une crise économique très importante dans l'ensemble du monde occidental, en partie seulement liée à la guerre en Ukraine, mais qui n'a été qu'un accélérateur d'un certain nombre de phénomènes économiques mondiaux. Nous avons vécu quelques années avec une inflation quasi nulle, ce qui, dans l'histoire du monde, est une situation extrêmement rare. Nous avons été très privilégiés. Là, au contraire,
nous vivons dans une inflation très forte et il faut bien comprendre que c'est un cycle non vertueux. C'est-à-dire, l'énergie augmente, je paye plus cher ma facture d'électricité, mais les produits qui sont créés avec l'électricité sont quand même plus chers, les transports sont plus chers, donc la vie est plus chère pour tout le monde, donc il faut augmenter les salaires. Si j'augmente les salaires, les produits manufacturés vont augmenter, etc., etc. Donc on va voir comment les économistes et les gouvernements vont réussir ou pas à endiguer un petit peu ce problème qui pose évidemment un problème majeur pour toutes les populations en difficulté et qui déjà étaient en difficulté avant cette crise économique, ils le sont plus aujourd'hui, parmi lesquels, il faut le rappeler, une grande partie des francophones aux lignes de France qui viennent avec peu d'argent, qui n'ont pas immédiatement un métier, encore moins un métier bien payé, et qui souffrent économiquement de façon importante. Et malheureusement, ça touche également un certain nombre de francophones qui étaient déjà installés dans le pays et qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. C'est pour ça que l'action de Qualita au niveau social, économique et aide me semble aujourd'hui encore plus indispensable qu'hier. Alors, c'est une situation aussi, Ariel, que vous confirmez, c'est-à-dire on va dire une détérioration peut-être de la situation des Olim de France, quelque part. Détérioration, d'abord, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour les Olim forcément, et donc forcément pour les Olim. Donc, effectivement, les gens. Ce qui est peut-être plus facile pour l'Israélien de souche, ce qu'on appelle le Sabra, c'est que, en termes de mentalité, l'Israélien de souche s'adapte beaucoup plus facilement à toutes sortes de situations. Quand on vient de France et qu'on a fait son exil de France, c'est beaucoup plus difficile de s'adapter, puisque en France, un oui, c'est un oui, un non, c'est un non, puis en Israël, ça peut être un grand peut-être. Donc, par rapport à ça, effectivement, on peut confirmer que c'est plus difficile pour l'Olim de s'adapter. Après, c'est effectivement, on voit que nos services sont énormément sollicités, beaucoup concernant l'emploi, énormément, mais pas que. Hein. On a également les fameux services pour les enfants, le programme Mechoubarim avec plus de 2300 enfants aujourd'hui, qui est énormément sollicité par les parents, puisque les parents doivent parfois plus travailler, et donc encore plus comprennent la nécessité d'envoyer leurs enfants dans des centres aérés. Et puis, je dirais peut-être pas la nouveauté, mais la nouveauté en termes de demande de ces dernières semaines, justement depuis que la crise économique est là, c'est nos centres de droit, ce qu'on appelle en hybride le Mitzvah Sruyot, c'est-à-dire on a monté un premier centre qui marche très très bien avec la mairie de Jérusalem. Et là, on a été contacté par d'autres mairies où on se rend compte en fait qu'énormément de retraités, donc ils sont en Israël avec une petite retraite et qui ont donc plus de mal, vu la crise économique et la chute de l'euro, entraîne que pour les aider, une des solutions, c'est de beaucoup mieux leur expliquer leurs droits et des aides qu'ils pourraient recevoir par l'État d'Israël ou pour les municipalités. Et là, c'est véritablement, depuis quelques semaines, on va dire, un des points phares de l'action de qualité, surtout à Jérusalem, avec une aide énorme de la mairie de Jérusalem, et maintenant avec l'ouverture sûrement de prochains centres à travers le pays. Je voudrais vous, avec Marc, maintenant... revenir là-dessus, sur la crise économique générale, effectivement, s'ajoute pour un certain nombre d'Olim le problème de la baisse très importante de l'euro qui se rajoute aux difficultés, notamment pour les retraités. C'est pour ça qu'il est très important d'aider toutes ces populations. Et je dirais que ce qui est un peu nouveau cette année, c'est que non seulement on essaye d'aider un certain nombre de familles, on aide des centaines de familles tous les mois financièrement, mais également on a mis l'accent cette année sur une aide psychologique. Par exemple, nous avons mis en place un système où un certain nombre de familles peuvent avoir accès à des séances avec des thérapeutes, des psychanalystes, des psychologues, pour essayer de reconsidérer, de les aider dans leur vie quotidienne. Et ces séances sont subventionnées très largement par Qualita, de façon à ce que toutes les populations puissent y participer. Et on a déjà des résultats encourageants de gens qui nous expliquent qu'après quelques séances de soutien psychologique, ils vivaient la situation beaucoup mieux. Au niveau économique, nous aidons beaucoup de personnes. Nous avons parmi nous, comme contributeur, notre célèbre chroniqueur économique Daniel Guggenheim, qui lui-même a aidé très concrètement près de 200 familles sur des problèmes concrets à la banque, des problèmes d'emprunt, etc. Donc voilà, on ne fait pas que aider financièrement, mais psychologiquement, on parle des conseils, et c'est ce qu'il faut accentuer cette année. Je remercie évidemment tous les bénévoles qui travaillent avec nous, et on a encore besoin de bénévoles quand on peut. Si on ne peut pas donner d'argent, il faut au moins donner de son temps
pour aider dans une situation qui est vraiment difficile. Alors, je voudrais parler avec vous aussi, Marc, un petit mot sur la situation de la communauté juive en France. C'est un sujet aussi qui vous est cher, qui vous préoccupe. Quel est, là aussi, de quelle manière se comporte et dans quel état, pardon, est la communauté juive en France aujourd'hui? La communauté juive a été assez déchirée pendant la dernière campagne électorale par la présence, la candidature d'Éric Zemmour, et ça laisse des traces. Certains adhérents au discours de Zemmour dans le sens il faut prendre maintenant des mesures sévères, radicales, pour que la France redevienne la France et que ça ne devienne pas une succursale de quelconque pays arabe, et les Français sont trop laxistes là-dessus, et c'est ça qui explique les attentats, et d'autres, dont je fais partie, et toutes les grandes institutions juives, expliquant que les discours de Zemmour étaient des discours de haine contraires à l'enseignement de la Torah, que s'il ne faut pas être naïf, et si évidemment il faut par exemple expulser tous les imams qui prêchent la haine, c'est clair, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un comportement général, automatique, même avec toutes les minorités, y compris les minorités arabes, d'une part, et que les discours de négationnisme de Zemmour sur notamment le rôle de Pétain, par exemple, pendant la guerre, étaient totalement insupportables. Donc il y a une fracture dans la communauté qui n'est pas complètement fermée, et le résultat des élections législatives fait peur. Nous avons aujourd'hui 93 députés du Rassemblement national à l'Assemblée, on n'avait jamais connu ça. Nous avons cette alliance du PS avec un groupe LFI insoumis très important, qui sont des gens, à minima, certains sont sans doute antisémites, et en tout cas beaucoup sont très anti-israéliens, de façon aveugle, bête et méchante, et ça s'est déjà traduit par un projet de loi cet été, scandaleux, condamnant Israël, pays d'apartheid. Donc, la communauté juive française n'est pas dans une bonne situation et craint l'avenir, et je pense malheureusement à juste titre. Et comment ça influence sur la Aliyah? Le processus d'Aliyah, c'est pas... Alors, il y a toujours, si demain il y a 2 graves attentats en France, il y aura sans doute quelques centaines de personnes qui partiront, mais aujourd'hui, les gens savent que ça n'est pas facile en France, ça n'est pas facile en Israël, et donc ils comprennent peut-être un peu plus que l'Aliyah se prépare. Donc il y a des velléités de départ qui ne sont pas encore concrétisées et qui se concrétiseront quand ces potentiels Olim entendront mieux qu'en Israël, on s'occupe d'eux. Qu'en Israël, tout n'est pas rose et pas facile, mais qu'en Israël, on est dans la famille. Et la famille, c'est quand même la famille. C'est accueillant, c'est bienveillant. Parfois, c'est difficile. C'est autre chose que de vivre parmi les nations, comme on vit en France. Donc, il y a des velléités. Si on les aide, certains passeront à l'acte. Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. L'année 2022 a été une année avec faible aliyah, mais on ne peut pas prédire ce que seront les prochains chiffres. Mais je pense que ça dépend de notre action, de donner la possibilité à ceux qui le souhaitent de partir dans les meilleures conditions, en préparant leur aliyah depuis Paris et ensuite en Israël. Ariel. Oui, non, je pense c'est tout à fait vrai. Ce qui est intéressant peut-être en termes de chiffres, c'est qu'il y a eu quelques années après l'attentat Hyper Cacher, la fameuse étude où on parlait de 200 000 juifs qui voulaient quitter, mais en fait, on avait très bien vu que dans cette étude-là également, c'était autour de 65 000 qui disaient véritablement vouloir faire leur aliyah. Il y a depuis à peu près, depuis les attentats depuis le 2015 où l'étude a été faite, il y a à peu près 15 000 qui sont venus, au-delà des 25 000 qui étaient venus encore avant. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on estime qu'il y aurait, d'après ces études, encore 50 000 qui voudraient vraiment venir, alors pendant le Covid, on sait qu'il y a à peu près 10 000 familles qui ont porté un vrai intérêt et qui sont venues dans les soirées d'information sur l'Aliyah, c'est-à-dire encore autour de 50 000 personnes. Et en fait, ce chiffre ou ce nombre revient toujours. Et
Une partie, donc, on parle de velléité, mais il faut savoir que c'est plusieurs dizaines de milliers de gens qui y pensent presque tous les jours. Et la question est de savoir est-ce qu'ils feront l'Aliyah ou pas. Et comme l'a très bien dit Marc également, ça dépendra de la capacité de l'État d'Israël et de ses associés, que ce soit les municipalités ou les associations, de proposer également un plan d'aide à ceux qui viennent pour pouvoir faire leur Aliyah dans les meilleures dispositions. Très bien. On va terminer par vos vœux, Ariel et Marc. Ariel, vos vœux au niveau national, au niveau de Kelita, peut-être même personnel. D'abord, nos vœux, c'est d'abord le Covid nous a appris que d'abord il faut avoir beaucoup de santé, donc on souhaite beaucoup de santé à toutes les équipes des associations, des bénévoles, et bien sûr à toutes les personnes, les Juifs de France, du monde et forcément d'Israël et à tous les Olim. Ça, c'est la première chose. Et puis peut-être un deuxième vœu, et vu que le monde est très dynamique et que ça bouge beaucoup, il faut souhaiter également à tout le monde d'avoir un certain dynamisme également en termes de mentalité qui permette de s'adapter aux situations et qui permettra à ceux qui sont en Israël de mieux s'adapter, de mieux s'intégrer, à ceux qui veulent faire l'Aliyah de la faire dans les meilleures conditions et à ceux qui décident de rester en diaspora également de vivre en tant que Juifs fiers en diaspora en général et en France en particulier. Marc. Un des événements pour le passionné de sport que je suis cette année a été les résultats extraordinaires des athlètes israéliens pendant l'été, médaille au championnat du monde d'athlétisme, au championnat d'Europe, le fait d'avoir entendu résonner la Tikva à Munich 50 ans après les attentats grâce à la victoire sur le marathon par équipe de l'équipe israélienne. Et pourquoi cet événement me paraît important? Parce que ces succès des athlètes israéliens ont trois conséquences directes. Ils augmentent la joie du peuple israélien. Ça fait plaisir quand il y a un athlète qui gagne, qui obtient une médaille. Ça augmente l'unité du peuple, parce que quand on supporte un club, un athlète, on ne regarde pas qui est vieux, qui est jeune, qui est Ashkenaz, Sepharad, Dati, Lodati. Et troisièmement, ça fait une publicité extraordinaire pour Israël. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que cette année, Israël soit encore mieux reconnu parmi les nations comme la grande démocratie qu'elle est. Je souhaite qu'il y ait plus de bonheur dans la vie de tous les jours pour les Israéliens, plus de joie et surtout plus d'unité. Et c'est avec cette unité et avec l'effort de tous, y compris en participant, je suis obligé de revenir à des considérations matérielles, aux campagnes de Tzedaka que nous allons relancer cette année parce que vous avez compris, les demandes sont énormes. Mais c'est avec cette unité que nous aurons une année 2023, enfin une année à partir de Rosh Hashanah meilleure que l'année dernière. Shana Tova, merci beaucoup Ariel Kanden, merci Marc Eisenberg et une Shana Tova à vous et vos familles. Kol Tov à vous aussi Olivier. Shana Tova. Merci, Shana Tova.